S'il existe un personnage qui divise la communauté française, c'est bien Karim Benzema. C'est possible, puisque beaucoup de politiques se sont mêlés de cette histoire. Je veux dire Sasuke Uchiha. D'un côté, t'as ceux qui adulent le personnage et de l'autre ceux qui ne peuvent absolument pas le supporter. Après, on va pas se mentir, ceux qui tapent sur le personnage sont quand même beaucoup plus nombreux, ou en tout cas ils sont plus visibles. Y'a qu'à voir sur internet où le qualificatif Dark Sasuke c'est devenu la base pour se foutre de la gueule de tous les gens capuches qui veulent se la jouer tourmentés et brossons. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de revenir sur son cas pour voir si oui ou non Sasuke mérite sa réputation de stéréotype d'adolescent en crise. En somme, un personnage qui serait raté. Bref, on est parti, générique Q. Alors déjà, remettons en place le postulat de départ qui concerne tous les Uchiha, le Sharingan. Si tu as vu mon Gaki Clinique sur ce dojutsu, tu sais désormais que le Sharingan évolue lorsque le ninja subit un choc émotionnel, une situation de danger, la perte d'un proche, etc. Mais en évoluant, le dojutsu va créer un cercle vicieux chez ses utilisateurs puisque plus leur Sharingan se développe et plus ils sont susceptibles de sombrer dans une haine insatiable qui du coup va encore faire évoluer leur Sharingan 1, 2, 3 Tomoe jusqu'au Mangekyo. Puissance rime donc là avec haine et ce cercle vicieux a été le revers de la médaille pour l'extrême majorité des membres du clan Uchiha à Konoha. Les utilisateurs du Sharingan y étaient nombreux et leur rancœur vis-à-vis du pouvoir augmentait. Et c'est précisément cette instabilité émotionnelle, en partie due à leur Sharingan, qui a fait que Konoha a ordonné d'éliminer le clan pour faire disparaître cette menace qui pesait sur tout le village. On peut d'ailleurs noter que le gouvernement du 3e Hokage n'est pas le seul à avoir pensé à cette idée, puisque Tobirama Senju, le 2e Hokage, voulait déjà décimer l'ensemble du clan Uchiha qu'il considérait, à cause de leur Sharingan, comme un clan démoniaque et incontrôlable. Cependant, on peut noter qu'il a existé certaines exceptions au sein du clan. À ce titre, on peut relever Itachi et Shisui, auxquels on peut rajouter Uchiwa Kagami, l'un des ancêtres de Shisui, qui ont fait partie des rares Uchiwa qui n'ont pas sombré dans une haine profonde, mais ont gardé un total contrôle sur leurs émotions, malgré l'évolution de leur dojutsu, suite aux terribles épreuves auxquelles ils ont fait face. Le 2e Hokage a d'ailleurs expliqué ce phénomène par le fait que, puisque les émotions des Uchiwa sont décuplées à cause de leur Sharingan, il se peut que chez certains, ce ne soit pas la haine, mais l'amour et la dévotion pour le village de Konoha qui s'en est retrouvé renforcé, ce qui fait de ces rares Uchiwa des êtres purement bons et des atouts de choix pour le village. Alors là tu te demandes pourquoi je suis en train de te faire un exposé sur le Sharingan. Et bien simplement pour illustrer que Sasuke n'aura au final que suivi le chemin de la très grande majorité du clan, influencé par leur dojutsu. Tout au long de l'œuvre, on n'a pas énormément suivi l'histoire au cas par cas de beaucoup de membres du clan Uchiha. En revanche, pour ceux qu'on a suivis, on constate que Kishimoto leur a donné un modèle d'évolution tout à fait similaire. C'est pourquoi à l'instar de Sasuke, les deux autres Uchiha qui ont grandement marqué la trame principale, à savoir Madara et Obito, ont suivi ce même développement, un cheminement lent et irréversible vers les ténèbres. Cependant, tous partagent un point commun, c'est que foncièrement, aucun d'entre eux n'est mauvais au final. Madara et Obito par exemple voulaient, de par les expériences sordides auxquelles ils ont fait face, rendre presque naïvement le monde meilleur. C'est d'ailleurs là tout le plan du Mugen Tsukuyomi, faire vivre le monde shinobi dans une illusion de paix. Mais bien que le fond soit bon, ces derniers ne s'y sont pas pris de la meilleure des manières, et leur Sharingan peut être en partie responsable de cela, car la tristesse ou la haine qu'ils ont reçue après avoir vécu leur traumatisme a été décuplée, plus que chez n'importe quel autre shinobi, ce qui les a poussés à prendre en retour des décisions extrêmes dans le but de créer, voire même imposer, leur idéal de paix dans le monde. Maintenant qu'on a clarifié l'influence du Sharingan sur l'évolution de Sasuke, on peut maintenant se pencher sur une autre analyse de son évolution en mettant complètement de côté son dojutsu. Alors même qu'on vient de voir comment il a pu créer chez lui cette impulsivité et ce sentiment d'insatisfaction constante, essayons plutôt maintenant de nous focaliser sur les raisons concrètes, tangibles, qui auraient pu pousser Sasuke, Sharingan ou pas, à évoluer dans cette direction. Après le massacre de son clan et de ses parents par son grand frère, Sasuke avait un objectif ultime qu'il a annoncé dès le début même de l'histoire, celui de tuer Itachi, responsable de cette épuration ethnique. De cet objectif principal a logiquement émergé un sous-objectif que Sasuke devait atteindre et duquel découlent tous ses choix jusqu'à l'affrontement de son frère, la volonté de devenir plus fort pour affronter l'un des plus grands ninjas que le village et le monde shinobi aient connu. Sasuke a grandi dans un environnement où sans cesse on lui rappelait qu'Itachi était un génie, un shinobi qui aura assurément un grand destin, celui qui est devenu capitaine des forces
forces spéciales Hanbo à l'âge de 13 ans, âge durant lequel il a éveillé son Mangekyo Sharingan tout en venant à bout du clan Uchiwa. Élevé au rang de ninja déserteur, classifié grande menace ninja de rang S par le village, il savait donc plus que quiconque que pour tuer ce mastodonte, il allait avoir besoin d'évoluer drastiquement. Pour y parvenir, il a donc commencé par se rapprocher de tout ce qui pouvait le rendre plus fort, qu'importe si cette personne était bonne ou mauvaise. Il a été l'élève de Kakashi un temps, jusqu'au moment où il a vu les limites de ce que son premier sensei pouvait lui apporter. C'est pourquoi à la vue de la puissance qu'il a pu lui octroyer en un temps si réduit au travers de la marque maudite, Sasuke acceptera alors, et malgré le fait qu'il soit mauvais, l'invitation d'Orochimaru, Sannin légendaire au même titre que Jiraiya, qui rappelons-le, est devenu le maître de Naruto, son grand rival. Sasuke n'adhérait pas aux idées d'Orochimaru, il a juste vu en lui une personne avec qui il pouvait pactiser pour devenir plus fort. Son objectif était d'ailleurs pour lui plus important que son village qu'Orochimaru venait tout juste d'attaquer, débouchant sur la mort du troisième Hokage, Sarutobi Hiruzen. Cependant, avoir rejoint le renégat ne faisait à ce moment pas pour autant de Sasuke quelqu'un de mauvais. Celui-ci a juste utilisé Orochimaru pour ses plans. Preuve étant que lorsque celui-ci poussait Sasuke à tuer des personnes innocentes, le jeune Uchiwa refusait car il n'approuvait pas cette façon de faire. Et au final, on peut difficilement reprocher à Sasuke d'avoir rejoint Orochimaru, surtout qu'avec du recul, il est facile d'admettre qu'il a eu raison de faire ce choix, puisqu'après l'ellipse des 2 ans, il surpasse Naruto à un point astronomique. Une domination presque humiliante qui lui a permis d'entrer dans son esprit, où il a fait se soumettre le plus puissant démon renard, qui a reconnu en lui l'esprit et la détermination de Madara, le légendaire ninja du clan Uchiwa. Sasuke ne s'est pas limité à cette intervention pour montrer l'étendue de sa puissance nouvelle, puisque par la suite, et même s'il était fortement affaibli, il parviendra même à mettre Orochimaru hors d'état de nuire pour un temps, prouesse pour un shinobi de son âge. Naruto quant à lui ne connaîtra son power-up que bien plus tard, grâce à la combinaison des enseignements de Yamato, Kakashi et surtout Jiraiya, et avec le perfectionnement de son Rasen Shuriken ou encore l'éveil de son mode ermite lors de l'attaque de Konoha par Pain. Donc déjà là, le fait que Sasuke ait cédé à la marque maudite et à Orochimaru, c'était pas juste un moyen de rendre le personnage sombre et tourmenté, c'est que réellement derrière, il a drastiquement monté en niveau et atteint un palier qu'il n'aurait pas pu entrevoir s'il était resté à Konoha. Une montée en niveau qui l'a rapproché de son objectif principal, qui le rapprochait doucement d'un niveau qui lui permettrait de rivaliser face à Itachi. Le reste de son périple, on le connaît. Ça l'a finalement amené au repère de son frère où il l'a combattu et où, après un affrontement intense, Itachi est finalement, et à la grande surprise de tous, ressorti mort du combat. Preuve à ce moment pour Sasuke que tous les choix qu'il a faits ont été les bons, car ils lui ont permis, à cet instant, de réaliser ce qu'il s'était promis de faire dès son premier jour à l'Académie Ninja. Puisque Sasuke a enfin réalisé sa vengeance, derrière t'avais 2 choix possibles pour lui dans la suite de l'histoire. Soit il retournait à Konoha pour rentrer dans le moule et redevenir un ninja lambda et déprimé, puisqu'au final on le voit bien, à la fin de son combat, il donne l'impression de ne pas être satisfait de ce qu'il vient de faire. Même si à ce moment il ne sait rien de la vérité concernant Itachi, tu sens que participer à la mort de son frère ne l'a pas forcément rendu plus heureux et n'a pas apaisé sa souffrance. Il ne retrouvera jamais les êtres qu'il a perdus. Soit il poursuit sa quête de vengeance après la mort de son frère, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est précisément après avoir choisi ce second cas de figure que beaucoup de lecteurs et de spectateurs de la série ont réagi et ont commencé à condamner le personnage, pointant du doigt son caractère d'éternel insatisfait, d'adolescent toujours énervé contre toute la terre, alors même que son but ultime ait été réalisé. Pourtant encore une fois, le choix de Sasuke me semble tout à fait logique. À ce moment, Sasuke découvre que celui qu'il a pourchassé toute sa vie, son frère, qu'il a combattu jusqu'à la mort, n'était en réalité qu'un pion utilisé par Konoha, par le troisième Hokage et Danzo en l'occurrence, pour garder la stabilité du village qui devait passer par l'extermination du clan et par l'appropriation du Kekkei Genkai des Uchiwa par les forces spéciales, leur Sharingan. Sasuke a même fini par découvrir que Konoha ne voulait plus aucun Uchiwa vivant, donc en réalité, Konoha voulait également la mort de Sasuke, mais qu'Itachi avait négocié sans condition pour le garder en vie, et donc on peut aller plus loin. Sachant que ce qui a permis à Sasuke de rester en vie était Itachi qui menaçait d'attaquer le village et d'en divulguer des informations top secrètes aux autres puissances shinobi s'il arrivait quelque chose à son frère, maintenant Itachi mort, de même que le troisième Hokage qui est celui qui lui avait fait la promesse de protéger Sasuke, il n'est pas impossible que si Sasuke était retourné au village, il aurait été décimé, notamment par les forces spéciales Hanbo et Danzo, qui auraient cherché à prendre son dojutsu et se débarrasser définitivement de la génétique Uchiwa. Sasuke n'avait donc finalement même plus sa place au village, c'est pourquoi lui-même ne voulait plus la voir, mais plutôt se venger de ce village qui a détruit sa vie et celle de sa famille. De manière générale, ce qu'il voulait à ce moment après avoir appris l'histoire de son frère, c'était de détruire le modèle des Kage dans le monde shinobi et de libérer même les autres villages de ce système, qu'il considère comme créateurs de guerre et de conflits,
qui a pu amener à la tragédie qu'a connue son clan. Et donc comme Madara et Obito, il a fait de sa haine et de son traumatisme un objectif et une volonté au final altruiste. Il n'est pas que focalisé sur sa propre vengeance, mais il s'en sert pour justifier ses actes. Mais évidemment, les décisions que prendra Sasuke par la suite, et comme ses deux prédécesseurs, deviendront extrêmes puisque justement, c'est après cet événement que Sasuke a éveillé, après avoir au même moment ressenti les deux sentiments forts au sein du clan, à savoir la tristesse qui s'est ensuite transformée en haine, son Mangekyo Sharingan qui lui a fait par la suite prendre des décisions plus dures que ce qu'il avait fait jusque maintenant. Et c'est un revirement similaire qu'ont connu, encore une fois, Madara et Obito juste après avoir éveillé leur propre Mangekyo Sharingan. Donc encore une fois, je trouve son évolution logique après cet épisode, son rapprochement avec l'Akatsuki qui est l'organisation anti-système par excellence, son infiltration au conseil des Kage et son combat contre Danzo qui est à l'origine de tous ces maux. Tout était en lien avec le fait que Sasuke, à juste titre, ne faisait plus confiance aux institutions qui gouvernent le monde shinobi. C'est donc pas le mal que Sasuke souhaitait faire, il n'avait rien contre les populations de ses villages, c'est bien les systèmes qu'il voulait renverser et tous ceux qui les protégeaient, donc même ses anciens coéquipiers s'ils venaient à se mettre sur sa route. De la même manière qu'Itachi était prêt à tuer ses propres parents pour son devoir de shinobi, Sasuke n'aurait pas hésité à tuer son ancien maître, Naruto ou encore Sakura, ce qui se rapprochait le plus de sa famille pour réaliser ce qu'il considère comme étant son propre devoir shinobi, qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ce moment fait d'ailleurs écho avec le combat de la première partie de l'histoire qu'il a réalisé face à Naruto dans la vallée de la faim, et qui devait pour Sasuke marquer la rupture du lien qu'il a avec Naruto, qu'il considérait comme son meilleur ami, presque son frère, ce qui devait lui permettre de réaliser son objectif sans entrave. Au final, ce qui change entre Itachi et Sasuke, c'est simplement que contrairement à Itachi, son Sharingan le rend beaucoup plus instable que ne l'était son frère, plus réfléchi, une exception au sein du clan. Cette détermination de Sasuke est si forte que même lorsqu'Itachi, pour qui il se bat désormais, lui a fait un discours sous Edo Tensei montrant qu'il n'avait au final de haine envers personne et sûrement pas envers son village qu'il a protégé au prix de sa vie, cela n'a pas apaisé la haine de Sasuke face à cette injustice qu'il s'est mis en tête de régler à sa façon. Et ça montre bien que rien ne peut le faire diverger de son objectif. Il s'est fait son propre avis en analysant la situation, le bien, le mal ne sont que des normes instaurées par les sociétés et celles-ci n'avaient plus de sens pour lui. Ce qu'il voyait, c'était juste des moyens d'atteindre son idéal, comme le faisait au même moment un certain Madara durant la 4e grande guerre shinobi qui se déroulait en parallèle du périple de Sasuke. Alors évidemment, il est arrivé que Sasuke ait été influencé par certains discours et c'est normal. Il faut garder en tête qu'il n'est rien d'autre qu'un adolescent dans l'histoire, période où on est particulièrement influençable et ça rend justement le personnage humain avec tous les défauts et l'inexpérience qu'il peut avoir à cet âge. Mais il faut retenir qu'au final, que ce soit par Orochimaru ou par Obito, Sasuke a toujours fini par dégager le vrai du faux et à prendre ses propres décisions réfléchies en conséquence. C'est cet avis non influencé et propre à sa réflexion qui lui a permis de finalement stopper cette volonté de vengeance suite à ce qu'il a expérimenté justement durant la Grande Guerre. Période où les Kage face à lui ont reconnu les manquements de Konoha et les erreurs commises contre le clan Uchiwa. Alors que jusque-là il semblait hermétique à toute explication, on a pu y voir un Sasuke qui, avant de prendre sa décision de poursuivre ou non sa vengeance, a cherché à connaître la vérité auprès des Hokage qui ont créé et bâti Konoha, le village pour lequel son frère a sacrifié sa vie. Faisant preuve ici d'une grande maturité, c'est l'explication de ces êtres à qui il accorde un certain crédit de par leur statut et ce qu'ils ont réalisé de leur vivant qui l'ont poussé à changer. Réflexion qui s'est poursuivie jusqu'à son dernier combat face à Naruto dans la vallée de la faim qui, au lieu de couper son lien avec lui, l'a cette fois définitivement recréé. Et même après ça, Sasuke n'a pas changé d'avis sur les systèmes en place qu'il souhaite toujours réformer, puisqu'on voit qu'il n'est pas totalement rentré dans le moule, car même s'il a décidé de se dévouer à son village, il le fait avec sa propre conception de la dévotion, dans l'ombre et sans volonté de récolter un quelconque succès. Sasuke avait annoncé durant la guerre vouloir devenir Hokage pour changer les choses, ce qui a fait écho à ce moment aux oreilles de Naruto qui l'a pris au sérieux. Et c'est au final ce qu'il est devenu, mais à sa manière, un Hokage dans l'ombre de Naruto qui agit pour l'intérêt de Konoha. Le terme Hokage peut se traduire par l'ombre du feu, et de manière imagée, Sasuke correspond parfaitement à cette définition. Un Hokage de l'ombre, plus précisément l'ombre de Naruto, qui lui, comme ses prédécesseurs, a hérité de la volonté du feu. 忍びとは耐え忍ぶ者、目標を叶えるために。 J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai hâte de voir ce que tu penses de Sasuke en commentaire. De mon côté, tu l'auras compris, je trouve que Sasuke est un personnage réussi qui a grandement contribué à rendre l'intrigue de Naruto palpitante. Alors que son meilleur ami et rival prenait le chemin du parfait shinobi, héros du village, Sasuke, l'électron libre, apportait un contraste et créait rebondissement sur rebondissement en agissant non pas de manière linéaire mais inattendue. Si tu connais quelqu'un qui n'aime pas Sasuke, partage-lui cette vidéo pour voir ce qu'il en pense. N'oublie pas aussi de laisser ton meilleur like et à t'abonner pour suivre les prochains bails. Et tu peux aussi me follower sur Insta et Twitter pour qu'on parle de tout ça. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur ce Lexogaki. Jana!